Comment bat le cœur des Français? Il y a deux façons de voir les choses. Soit il y a la façon émotionnelle, et là je vous ai présenté le cœur de la patrouille de France, qui, chaque fois qu'il y a sa présentation, ça nous fait quelque chose. Puis la deuxième façon, c'est de parler du cœur, comment ça bat, le cœur médicalement parlant. Alors, je vais vous proposer de faire, en fait, dans la petite topo, deux parties. La première partie, voir l'utilisation du cœur avec la fréquence cardiaque, et puis quelques exemples après d'électrocardiogramme pour vous faire voir qu'on a besoin de cette technique pour comprendre comment marche le cœur des Français. Alors, d'abord, selon la taille. Selon la taille, chez les animaux, il y a une surprise. C'est que la baleine a un cœur qui bat à 20 par minute, l'homme 70 par minute, donc on arrive à 80 000, soit 3 milliards, 80 000 par jour, par heure, pardon, par jour, je disais bien, oui, soit 3 milliards dans la vie, le chien 70 à 90, le chat 110 à 130, et le colibri plus de 400 battements par minute. Alors comment on va faire pour prendre la fréquence cardiaque? Pour prendre la fréquence cardiaque, il y a plusieurs techniques. Les techniques les plus faciles, c'est la prise du pouls radial ou la prise de la carotide. Si ce n'est que le pouls radial, si le cœur est en arythmie, on va perdre des battements. Donc la carotide déjà est un peu plus proche du cœur, donc on aura plus de possibilités d'avoir des battements. Et le plus efficace, c'est de prendre au stéto. Et puis forcément, pour mesurer la fréquence cardiaque, on va avoir besoin d'un chronomètre. Deuxième façon, le cardiofréquencemètre. Nos amis sportifs connaissent la technique, c'est pratique, ça permet de connaître la fréquence de notre cœur lors des efforts. Et puis maintenant, avec l'Apple Watch, on va même avoir un électrocardiogramme en permanence. Je ne sais pas si c'est très utile, mais en tous les cas, on pourra avoir la fréquence cardiaque de cette façon. L'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de dérivations, il y a 12 dérivations. En fait, ces 12 dérivations se répartissent en celles qui sont ici dites standards et les autres qui sont les dérivations périphériques. Pourquoi on fait ça? Ça permet d'avoir une représentation grosso modo dans l'espace du cœur. Les standards à la verticale, les autres à l'horizontale. L'électrocardiogramme permet effectivement donc de voir comment fonctionne notre cœur et sa fréquence cardiaque, puisque elle s'est affichée en haut, comme vous le voyez. Deuxième façon d'enregistrer le cœur, c'est le Holter. Vous avez tous entendu parler du Holter. C'est un enregistrement électrocardiographique sur 24 heures. C'est pas compliqué. Il y a un petit boîtier qui est ici, relié à des électrodes qui permettent d'enregistrer le cœur jour et nuit. Tout à l'heure, le docteur Foult n'a pas dit beaucoup de bien de l'épreuve d'effort, mais en fait, moi, je vous présente l'épreuve d'effort, non pas pour les diagnostics coronariens, mais pour les troubles du rythme, puisque parfois, on nous demande de faire une épreuve d'effort de façon à voir si on arrive à déclencher un trouble du rythme au cours de l'effort. J'ai oublié de vous parler d'autres techniques pour reprendre la fréquence cardiaque. Vous avez peut-être un appareil pour mesurer votre pression artérielle. D'une façon annexe, l'appareil pour la mesure de la pression artérielle donne la fréquence cardiaque. Il y a également une autre technique qui est le saturomètre, c'est-à-dire l'appareil que l'on utilise habituellement chez les insuffisants respiratoires pour mesurer la saturation en oxygène et qui nous donne également le pouls. Alors maintenant, notre fréquence cardiaque, comment elle varie? Elle varie énormément en fonction de l'âge, puisqu'on constate que chez le nouveau-né, on est entre 140 et 50 battements, plus ou moins 50 battements par minute, à 3 à 5 ans, 105 à 35, l'adolescent, 70, plus ou moins 10, et la personne âgée, 65, plus ou moins 5. Donc on voit qu'avec l'âge, et c'est tout à fait physiologique et normal, notre fréquence cardiaque va ralentir. Alors, la fréquence cardiaque normale, c'est entre 50 et 80 battements par minute. Donc on arrive au bout d'un certain nombre d'années à 3 milliards. On parle de bradycardie quand la fréquence cardiaque est inférieure à 55, de tachycardie quand elle est grosso modo supérieure à 80. Habituellement, c'est plutôt un peu au-dessus. Nos amis sportifs aussi
parle régulièrement de la fréquence maxima théorique. Fréquence maxima théorique, c'est ce qui correspond, grosso modo, à la consommation maximum d'oxygène par le muscle cardiaque, la MVO2, qui est, en fait, c'est une façon approchée de pouvoir évaluer cette MVO2, en sachant que si vous faites du sport, je vous déconseille formellement de la viser, cette fréquence cardiaque de 220 moins l'âge. Ça ne sert à rien. Votre voiture, vous ne la laissez jamais, le moteur toujours dans la zone rouge. Par contre, on fait tourner notre moteur à 75% à peu près de la fréquence, de la puissance du moteur. Là, c'est pareil. Si vous voulez faire du sport et que ça soit efficace, il vaut mieux faire en endurance à 75% de cette fameuse formule plutôt que de rester à 220 moins l'âge. Une des variations de la fréquence cardiaque au cours de la journée, on la retrouve ici quand on prend un enregistrement électrocardiographique sur 24 heures, qui est le cycle nictéméral. L'enregistrement électrocardiographique, je vous ai dit tout à l'heure, c'était le Holter dont on se servait. Si vous constatez là ce qui se passe, on est dans la journée, ici, et vous voyez que la nuit, il y a un décrochement significatif. Décrochement significatif qui est physiologique et qui est tout à fait normal. Notre fréquence cardiaque se ralentit au cours de la nuit. Alors maintenant, quelles sont les causes des tachycardies? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les tachycardies, c'était le cœur rapide. On a un certain nombre de causes qui sont physiologiques. C'est l'effort, la digestion, en sachant que la digestion, c'est une forme d'effort, puisque notre estomac, notamment, se contracte. Le stress, l'anxiété, ça, vous le savez tout. J'ai parlé tout à l'heure du côté émotionnel du cœur de la patrouille de France. Ben, les émotions, ça nous accélère le cœur. Et puis, il y a des facteurs externes. Alors, comme facteurs externes, le café, le thé, l'alcool et également le tabac. Mais le tabac, il y a parfois aussi d'autres produits qu'on fume qui sont très efficaces sur la tachycardie. Et les fameuses boissons énergisantes, la fameuse Red Bull par exemple, qui est très efficace pour provoquer des troubles du rythme. Vous parlez d'autres produits qu'on fume, vous parlez de la consommation de hashish, choses comme ça, c'est ça qui déclenche de la tachycardie? Ah oui, tout à fait. Il fallait préciser. Les drogues illicites, je ne vais pas les marquer sur mon tableau. D'accord. Par contre, il y a d'autres causes de tachycardie qui sont les vasodilatateurs, c'est-à-dire les produits qui dilatent les vaisseaux, les bronchodilatateurs, c'est-à-dire quand il y a des personnes qui sont asthmatiques, on leur donne régulièrement des produits qui vont dilater les bronches, et ces produits-là peuvent entraîner des tachycardies. Vous avez les hormones thyroïdiennes, en sachant, et on verra ça tout à l'heure, que dès que la thyroïde marche de trop, ça entraîne une tendance tachycarde. Il y a d'autres produits, les antidépresseurs, les neuroleptiques. Et puis il y a les pathologies qui favorisent aussi donc les tachycardies. Vous avez la fièvre, l'hyperthyroïdie, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'anémie, il est certain que si on a une anémie, on va avoir moins de globules rouges. Si on a moins de globules rouges, on va avoir moins d'oxygène à donner aux différents organes. Donc, pour que ça fonctionne correctement, on accélère le cœur. L'hypotension artérielle, c'est pareil. Baisse de tension, pour compenser, on augmente la pression. Quand on baisse la pression artérielle, on augmente la fréquence cardiaque. L'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène, on revient au même problème que pour l'anémie. Au niveau des bradycardies, les bradycardies, donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était un ralentissement de la fréquence cardiaque. Je vous rappelle le cycle nictéméral que je vous ai fait voir sur le Holter, donc avec la baisse physiologique de la fréquence cardiaque la nuit. Le repos au lit prolongé, tout comme l'entraînement physique, vont favoriser la bradycardie. Le repos au lit prolongé, pourquoi? Tout simplement parce que l'organisme n'aime pas trop se fatiguer. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'énergie quand on est au repos, donc le cœur va se ralentir. De l'autre côté, l'entraînement physique, on sait bien que tous les sportifs ont un cœur lent, les sportifs de haut niveau ont un cœur lent, qu'ils favorisent par la suite avec un entraînement physique. Les causes extracardiaques, le malaise vagal. Le malaise vagal que vous connaissez tous, c'est je me pique le doigt pour me faire une prise de sang, je me fais une douleur violente, je tombe dans les pommes. C'est le malaise vagal avec une bradycardie et une hypotension.
Les causes iatrogènes, ce sont donc les médicaments. Alors, dans les médicaments, vous avez les bêta-bloquants qui sont utilisés principalement pour les problèmes cardiaques, coronariens, hypertension, mais vous avez également des bêta-bloquants que l'on retrouve dans les collyres. Par exemple, quand vous avez un glaucome, une hypertonie intraoculaire, on peut vous donner un collyre avec bêta-bloquant qui, lui, peut, contrairement à ce que l'on pense, on met des gouttes dans l'œil et ça peut entraîner une bradycardie, tout comme par ailleurs, ça peut favoriser un problème asthmatique. L'hypothyroïdie, tout à l'heure, l'hyperthyroïdie, je vous ai indiqué que ça accélérait le cœur. L'hypothyroïdie, dans l'autre sens, au contraire, ça le ralentit. Dans les causes maintenant pathologiques des bradycardies, vous avez les cardiopathies ischémiques, c'est-à-dire les problèmes coronariens, après les infarctus par exemple. Les cardiopathies congénitales, certaines cardiopathies peuvent agir au niveau, et on verra ça tout à l'heure, au niveau de la conduction entre l'oreillette et le ventricule et favoriser des ralentissements de la fréquence cardiaque. Et complications post-opératoires de cardiopathie, quand on opère une valve par exemple, il peut arriver d'une façon assez exceptionnelle, mais ça peut arriver, qu'il y ait une atteinte au niveau des voies de conduction, au niveau de la conduction entre l'oreillette et le ventricule. Le bloc sino-auriculaire, c'est un défaut de conduction à l'intérieur de l'oreillette. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la conduction nécessaire pour envoyer l'influx. Le bloc auriculo-ventriculaire, c'est entre l'oreillette et le ventricule, c'est-à-dire que l'influx, vous verrez ça tout à l'heure sur un schéma, l'influx nerveux qui part de l'oreillette vers le ventricule, ça ne passe plus, il y a un problème à ce niveau-là. La maladie de l'oreillette, c'est une alternance entre des épisodes de tachycardie et des épisodes de bradycardie. Alors comment ça se passe au niveau du fonctionnement du rythme cardiaque? Vous avez d'un côté donc le schéma du cœur avec les oreillettes, le nœud entre l'oreillette et le ventricule et les faisceaux qui innervent le muscle cardiaque. Alors si on regarde un petit peu comment ça se passe, l'influx part de l'oreillette et sur l'électrocardiogramme qui va nous permettre de voir pour les troubles du rythme, les irrégularités du cœur, le fonctionnement, sur l'électrocardiogramme on a la première onde qui est l'onde P, qui est l'onde de contraction de l'oreillette. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir un défaut de conduction entre l'oreillette et le ventricule. C'est ce qui se passe ici. Vous avez donc l'oreillette qui vient de se contracter. Là, vous avez la conduction entre l'oreillette et le ventricule. Quand il y a un bloc auriculo-ventriculaire, c'est là que ça s'arrête. Il n'y a plus de passage entre l'oreillette et le ventricule. Et donc, l'oreillette bat à son rythme et le ventricule au sien. Et enfin, après, il y a la contraction du cœur qui se traduit, qui correspond donc au passage de l'influx nerveux à ce niveau-là. On va voir que sur certains électrocardiogrammes, on va avoir toutes ces informations qui se retrouvent. Vous avez là quelqu'un qui a un rythme cardiaque à 81 par minute, et vous pouvez voir que sur cet électrocardiogramme, on a l'onde P, qui est donc la contraction de l'oreillette, et après la contraction du cœur qui se produit. On ne s'intéresse pas du tout à l'amplitude des signaux, ni à cette onde-là qui n'a rien à voir, puisque c'est une onde qui nous intéressera plutôt en cas de problème coronarien. Donc, un électrocardiogramme de repos, ça peut donner ça, mais ça peut donner ça aussi chez un sujet qui est lent, puisque celui-ci est un sportif qui bat à 42 par minute. Je vous signale par exemple que certains sportifs, notamment Fourcade qui fait du biathlon, a un cœur qui bat aux alentours de 30 spontanément, ce qui lui permet, quand il a fait son effort de ski de fond, de s'allonger tranquillement, de prendre sa carabine et de tirer sans trembler. Il a un cœur qui est hyper lent. Je ne sais pas ce qu'il donne la nuit, mais de jour déjà, c'est pas rapide. Alors, le Holter, dont je vous ai parlé tout à l'heure, permet d'avoir des enregistrements de la fréquence cardiaque sur 24 heures. Là, par exemple, c'est un patient qui, dans la journée, a un cœur qui n'est pas rapide du tout, puisque vous le voyez là-haut, il est aux alentours de 45. Et puis, de temps en temps, il s'accélère, notamment lorsqu'il fait un effort. La petite irrégularité que vous voyez ici, on en reparlera tout à l'heure, c'est une extrasystole. Donc voilà ce que l'on peut aussi enregistrer quand on fait un électrocardiogramme, des extrasystoles.
Qu'est-ce qu'une extrasystole? Une extrasystole, c'est une contraction prématurée du cœur, c'est-à-dire que si vous regardez là, vous avez un électrocardiogramme, un rythme qui est tout à fait normal, et ici, une contraction prématurée. Ici aussi, ce sont des contractions prématurées. C'est-à-dire qu'en fait, le cœur, au lieu de se battre d'une façon régulière, se met à battre avec une contraction prématurée. Mais si vous regardez bien ici, le temps qu'il y a entre trois complexes et le temps qu'il y a entre ces trois complexes-là, c'est la même chose. Il vous arrive peut-être de temps en temps de prendre votre pouls et de vous avoir l'impression qu'il y a un manque. Mais bien souvent, ce manque, c'est cette extrasystole. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'arrêt du cœur, c'est tout simplement un battement prématuré qui fait qu'on a l'impression qu'il y a un manque. Ici, les extrasystoles auriculaires sont un petit peu plus fréquentes, il y en a 3 de suite. On les appelle, elles sont auriculaires parce qu'elles viennent de l'oreillette et elles ont cette morphologie très fine qui ressemble aux autres complexes. Et puis de temps en temps, elles peuvent venir de plus bas, des ventricules, et c'est pareil, on peut les ressentir de la même façon que les autres, c'est-à-dire en prenant le pouls. Et si celle-ci, elle est entre deux, elle est interpolée, sinon la plupart du temps, elle est décalée. Alors les extrasystoles, vous pouvez avoir donc en sentant le pouls, vous pouvez n'avoir aucun symptôme, mais vous pouvez aussi avoir quelques symptômes comme des palpitations, l'impression du cœur qui s'arrête, ou voir des petits effets, des petites périodes de toux brèves. Alors là, on est arrivé à des extrasystoles ventriculaires. Vous voyez, tout à l'heure, elles étaient fines. Maintenant, celles-ci sont larges. Ici, elles sont... Pardon. Ici, elles sont en salve, il y en a 3. Ici, elles sont isolées. Regardez bien qu'elles sont ce qu'on appelle en bigéminisme, c'est-à-dire qu'une sur 2 sont des extrasystoles. Alors, si ces extrasystoles sont très précoces, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait très bien, quand on prend le pouls, avoir, quand il y a une irrégularité, des absences de pouls ressenties. Là, si elles sont très précoces, vous pouvez avoir l'impression d'avoir un cœur qui est très lent, parce que au niveau du pouls, vous allez avoir des battements, celui-là, celui qui est au milieu là, vous ne le sentirez pas. Donc vous avez là l'impression d'avoir une bradycardie significative. C'est presque fini. L'autre intérêt encore de l'électrocardiogramme, c'est de montrer quand il y a une fibrillation auriculaire. Fibrillation auriculaire, c'est une arythmie complète du cœur qui est liée au fait que l'oreillette, au lieu de se contracter, comme vous avez vu tout à l'heure, avec l'électrocardiogramme avec des ondes P qui sont parfaitement identifiées, là, ça fibrise, donc ça fait des petits mouvements anarchiques. Et comme ces mouvements anarchiques n'ont pas la puissance, du moins ces contractions n'ont pas la puissance suffisante pour arriver jusqu'au ventricule, il y a une arythmie, c'est-à-dire que les oreillettes battent n'importe comment et les ventricules battent comme ils peuvent de temps en temps. À nouveau là, cette fois-ci, ce n'est pas une arythmie simple, c'est un patient qui alterne de temps en temps un rythme normal, de temps en temps des extrasystoles, et là il est en tachyarrhythmie, c'est-à-dire une arythmie rapide. Je vous avais fait voir sur mon schéma tout à l'heure la possibilité d'avoir des blocs auriculo-ventriculaires, c'est-à-dire un moment où entre l'oreillette et le ventricule ça passe mal. Sur ce tracé-là, vous avez une distance entre l'oreillette et le ventricule qui est un petit peu augmentée. Donc là, c'est pas méchant, c'est un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré, on peut vivre avec. Toutefois, s'il y a le moindre symptôme, comme des pertes de connaissance, des malaises, il vaut mieux quand même consulter. Et là, par contre, si vous regardez bien, on a une onde P avec derrière un complexe normal, et puis là, une onde P qui est toute seule. Donc il y a un bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré, c'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, la machine ne marche pas, l'oreillette se contracte, et puis le ventricule, il n'existe pas. Alors on va voir sur ce tracé suivant ce dont vous a parlé tout à l'heure le docteur Lazarus, c'est-à-dire ce que l'on peut voir avec les défibrillateurs, c'est-à-dire quand il y a un entraînement électrosystolique associé, on peut avoir des stimulateurs. Là, vous avez un électrocardiogramme de stimulateur qui est dit double chambre, puisqu'il y a une partie pour l'oreillette
qui est ce spike-là, puis est suivi, quand le spike n'est pas efficace, par un deuxième spike qui entraîne le ventricule. Et donc, on va terminer en revenant toujours sur mon cœur de la patrouille de France. Merci beaucoup.